La naissance, procréation, corps, sexualité, l'autonomie du patient, tous ces thèmes, vous les abordez dans votre quotidien, dans le livre aussi, mais comment vous vous en emparez concrètement? En fait, ce sont toujours les équipes médicales, les patients, leurs proches qui nous saisissent, qui saisissent une consultation d'éthique clinique, la consultation que je dirige à l'hôpital de Saint-Nazaire, et ces équipes souvent sont confrontées à des situations complexes, à des situations difficiles, que ce soit alors au début de la vie, par exemple une demande d'interruption médicale de grossesse pour voyer des raisons pour une pathologie, par exemple, particulièrement grave décelée chez le fœtus, mais la question se pose de savoir si elle est justement particulièrement grave, suffisamment grave. Un exemple très simple, c'est une malformation d'une main, par exemple. Ça peut être aussi la fin de vie. Arrêter, vous voyez, un traitement vital pour un patient qui est en fin de vie, mais qui ne peut plus s'exprimer, par exemple. Et on va se tourner vers la personne de confiance et on a un désaccord, elle est peut-être dans le déni de la situation. Donc vous voyez, à chaque fois, ce sont des situations en fait où les équipes médicales sont mises en difficulté après avoir tenté plusieurs fois, par des médiations, par une communication, etc. Ils peuvent être dans une impasse, ou en tout cas avoir le sentiment d'être dans une impasse. Et là, dans cette situation, ils peuvent faire appel à une consultation d'éthique clinique qui rassemble des soignants et des non-soignants, hein, donc des soignants, des médecins des différentes spécialités, des infirmiers, des cadres de santé, et puis des non-soignants. Donc nous, à Saint-Nazaire, il y a un philosophe, deux juristes, etc. Et c'est donc, on tente de leur apporter un éclairage éthique. Et donc c'est une aide à la décision en leur proposant voilà, des voies possibles, des points de vue possibles, sans chercher d'ailleurs toujours le consensus. Qu'est-ce qui vous distingue parfois du psychologue, voire de l'anthropologue? Tout ça doit être un peu flou. C'est une question qu'on nous pose souvent, c'est-à-dire le rapport à la psychologie. Alors, je crois d'abord que, en tant que philosophe de la médecine et bioéthicien, comme on nous appelle, ou éthicien, en effet, on travaille, si vous voulez, dans la pluridisciplinarité. Et nous-mêmes, nous sommes formés dans cette pluridisciplinarité. Donc, vous voyez, en tant qu'éthicien à l'hôpital ou en tant que philosophe à l'hôpital, eh bien, j'ai travaillé dans le droit de la santé, j'ai travaillé aussi j'ai beaucoup lu en psychiatrie, par exemple, sur des méthodes d'évaluation de l'autonomie psychique, notamment. Donc, on a d'abord, vous voyez, première dimension, en fait, je ne suis pas un historien de la philosophie classique, je suis plutôt donc un bioéthicien avec, on va dire, j'essaie en tout cas d'avoir plusieurs cordes à mon arc, mais de toute façon, nous sommes entourés, nous sommes une équipe, nous sommes toujours dans la collégialité. Et puis deuxième élément, vous voyez, on traite la question, on apporte un éclairage qui est éthique, qui n'est pas seulement psychologique, qui n'est pas médical, qui est essentiellement éthique. C'est vraiment la question, c'est est-ce qu'il est juste, par exemple, est-ce qu'il est légitime d'accorder à un couple d'abstinents sexuels une fécondation in vitro ou une insémination artificielle. Vous voyez, alors est-ce que c'est juste? Est-ce que la société doit prendre en charge, par exemple, ne serait-ce qu'économiquement, de telles demandes? Est-ce que le système de santé doit prendre en charge? Vous voyez, ça, c'est une question qui n'est pas seulement psychologique, parce qu'on peut s'interroger effectivement sur leurs raisons de ce couple abstinent de vouloir un enfant qui soit génétiquement le leur. Bon. On peut s'interroger en sociologie, on peut s'interroger en droit, on peut s'interroger, nous, et moi en tant que philosophe à l'hôpital, je m'interroge sur le caractère éthique de la question, de la situation. Donc est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on va être bienfaisant, par exemple, envers ce couple, envers le futur enfant aussi qui va naître, par exemple, dans ces conditions. Et puis enfin, est-ce que c'est donc juste envers la société tout entière que la collectivité prenne en charge ce type de demande? Vous donnez votre avis, vous vous engagez dans les réponses? Oui, alors la plupart du temps, je dirais que nous ne donnons pas un seul avis, nous recherchons et nous rendons plusieurs points de vue, plusieurs points de vue argumentés, plusieurs éclairages possibles.
on ne les multiplie pas, sinon ce ne serait pas une aide à la dissuasion, ça deviendrait très complexe. Donc, mais on a à cœur d'avoir au moins deux grandes voies, deux positions, deux postures éthiques au moins, hein. Quelquefois, nous sommes aussi unanimes, hein. Il arrive que nous soyons unanimes. Je pense par exemple à des refus de traitement vitaux de parents pour leur enfant, par exemple. Donc on est dans une, vous voyez, dans une situation potentiellement d'urgence, avec peut-être des parents ou en tout cas des représentants légaux qui ne poursuivent pas l'intérêt vital, l'intérêt premier de leur enfant. Et là, vous voyez, dans ces situations, il est souvent quand même difficile de trouver comment dire, un dissensus ou en tout cas plusieurs opinions. Souvent, il arrive dans des situations que nous soyons aussi unanimes, hein, que nous apportions un éclairage qui va dans le même sens. L'éthique clinique est très peu développée en France, alors que c'est tout à fait l'inverse en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Pourquoi selon vous? Alors l'éthique clinique, en France, elle a une vingtaine d'années, hein. Elle a une vingtaine d'années, début des années 2000. C'est la médecin cardiologue Véronique Fournier qui l'a initiée, qui l'a vraiment introduite, hein, sur le terrain médical français. Elle avait été formée aux États-Unis, hein, comme vous le dites, donc c'est vraiment aux États-Unis dans les années 80, début des années 80, que l'éthique clinique, avec des bioéthiciens, des philosophes, et des philosophes dans les hôpitaux, c'est formé. Pourquoi en France on a mis davantage de temps? Il y a sans doute plusieurs raisons à cela, et sur lesquelles d'ailleurs je ne suis pas totalement compétent, mais je sais que, pour avoir rencontré Véronique Fournier plusieurs fois, et on se connaît bien, je pense qu'il y a eu une peur peut-être d'abord de briser le colloque singulier, de faire, vous voyez, intervenir un tiers dans la relation duel, qui d'ailleurs doit respecter le secret, soignant-soigné. Vous voyez que lorsqu'on fait appel à nous, eh bien on introduit un tiers. Et pire, on introduit ici, vous voyez, un philosophe, donc quelqu'un qui n'a pas de compétences médicales, hein. Moi, je n'ai aucune compétence médicale et je me garderai bien de porter le moindre jugement dans ce domaine, hein. Il ne faut pas se tromper de casquette. Mais je crois que ça, c'est une des raisons, peut-être une des raisons essentielles, la question du secret. Et vous voyez, la relation duel, ce qu'on appelle le colloque singulier en éthique médicale, qui sans doute a été le plus difficile à faire évoluer. Alors en même temps, le philosophe à l'hôpital, les éthiciens sont tenus de respecter le secret médical. En fait, on ne brise pas du tout le secret médical, puisque je vais rencontrer le patient, les proches, les équipes, et quand je reviens vers mon staff, le staff d'éthique clinique, eh bien, j'ai anonymisé, par exemple, le nom des patients, le nom des soignants. Donc, on n'a plus que des lettres. Et puis, tout ce qu'on va écrire sera aussi anonymisé. Et bien sûr, on ne va pas, comment dire, rendre public, hein. Par exemple, dans mon livre, vous voyez les situations, j'ai changé tout un tas d'éléments afin qu'on ne puisse jamais identifier le patient, la patiente, le médecin, hein. Vous voyez, celui qui m'accompagne, c'est professeur Weiss, mais c'est un nom qu'on a inventé. Donc voilà, on cultive ce secret, hein. Enfin, on respecte ce secret médical. Alors, vous disiez que vous n'êtes pas soignant, vous ne vous considérez pas comme soignant. Pour autant, qu'est-ce que soigner? Où débute le Oui, soin? alors c'est effectivement, d'abord je crois que c'est très important, et ça ma position là-dessus, sur ce point est très claire. Je ne prétends pas du tout, et il ne faut pas que nous prétendions soigner au sens de cure, au sens de guérir les patients. Nous ne sommes pas dans la thérapie, dans le thérapeutique. Je ne crois pas du tout, vous voyez, en tout cas en pouvoir curatif des mots, pouvoir curatif de l'écoute, etc. Je crois qu'il faut rester très modeste. Et dans les situations que nous rencontrons, les gens sont atteints de maladies très graves, et il serait totalement irrévérencieux et irrationnel de penser que nous avons un pouvoir, vous voyez, de soigner au sens du cure, comme on dit en anglais, vraiment de guérir le mal, de traiter la maladie. Donc vraiment cela, c'est le pouvoir des soignants, des médecins, des infirmiers, etc., des équipes médicales et paramédicales. Par contre, c'est vrai, soigner, le soin, il y a un deuxième mot en anglais qui est le care, et qui est le prendre soin. Et il me semble qu'une consultation d'éthique clinique
eh bien, prend soin, est à l'écoute des patients, de leurs familles, tente de les aider aussi à prendre leurs décisions, comment dire, à concevoir leurs projets malgré la maladie, avec la maladie. Donc nous sommes au moins dans le prendre soin, hein, et en ce sens, nous participons effectivement au processus de soins en général, plus général. Est-ce que vous pensez que l'éthique clinique est suffisamment développée, enseignée dans les cursus de médecine? Elle l'est de plus en plus, hein. Je suis responsable du master d'éthique médicale à l'Université de Nantes avec des enseignants et des praticiens du CHU de Nantes. Ce sont des formations qui sont ouvertes à la fois aux futurs médecins, aux philosophes, aux sociologues, aux juristes. Et puis il y a eu une réforme récente des équipes médicales, des études médicales, où vous voyez, les étudiants prennent des mineurs, par exemple, hein, ils ont une majeure en santé, et puis ils peuvent prendre de la philo, de la bioéthique, de l'histoire de la philosophie. Donc je crois qu'il y a une réelle évolution. Et puis dans toutes ces formations, donc des études premières, et puis dans toutes ces formations, il y a de plus en plus de professionnels qui reviennent en formation continue pour se former à l'éthique clinique, à la philosophie de la médecine, à la philosophie du soin. Donc je dirais qu'en France, on est vraiment face à une expansion vraiment importante de ce champ qui reste quand même assez récent en France. Alors vous le disiez, vous êtes aussi enseignant donc à l'université. Est-ce que votre pratique de terrain a modifié, de quelle manière, votre façon d'enseigner? Alors, j'ai toujours été tout de même en rapport avec, vous voyez, du concret, des situations, dans mes cours en tout cas. Mes étudiants s'en rappellent, et quand j'étais enseignant au lycée, je prenais souvent, je parlais du lancer de nain, parce que j'avais écrit un petit livre qui s'appelait Puis-je lancer un nain qui le veut bien? Je crois que les étudiants aimaient bien cette situation. C'était mon entrée en matière pour le cours de philosophie morale. Après, oui, clairement, depuis que je travaille avec les équipes médicales et paramédicales, tous mes cours sont orientés vers ce qu'on appelle de la philosophie appliquée ou de l'éthique appliquée. Et donc, je ne cesse de faire ce va-et-vient, de mettre en situation les étudiants, d'ailleurs, en faisant aussi des simulations, hein. Il y a de simulations de consultation avec les étudiants, où on les met donc face à ces questions, à ces consultations très complexes, et on leur demande d'intervenir, de jouer. Il m'arrive aussi de leur demander de jouer le patient eux-mêmes, etc. Donc oui, ça a complètement modifié mon rapport à la philosophie et mon rapport aux étudiants et à l'enseignement. Est-ce qu'il y a un ou une philosophe qui vous aide particulièrement? Alors oui, dans ce domaine, en éthique appliquée, pour moi, la grande rencontre, parce qu'on a des grandes rencontres comme ça en philosophie ou dans l'art, dans la littérature, moi, la grande rencontre, ça a été Ruben Augien, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui m'envoyait ses livres, gentiment, il me les dédicaçait. Et on avait gardé un rapport, et j'étais très, très admiratif à la fois par justement à la fois sa puissance intellectuelle. Vraiment, j'ai toujours trouvé ça très clair, très brillant, puis à la fois aussi amusant. Et je trouve que quand on fait de la philosophie, on aime aussi, vous voyez, on aime rire aussi en philosophie. Alors à l'hôpital, peut-être un peu moins, mais vous voyez, on a du plaisir en tout cas dans l'exercice, dans l'argumentation. Et je trouvais que Ruben Augien est vraiment, certains de ses livres sont admirables, ou de ses articles sont admirables de ce point de vue. Quand on vous appelle pour une consultation, qui sont une fréquence à peu près une fois par mois, vous me Une fois disiez? par mois, en moyenne, hein, sur Alors, l'année, on va dire une fois par mois. Après, ça peut être plus, oui. alors vous travaillez aussi à Nantes, hein, il faut peut-être. Tout à fait, à la clinique Jules Verne, à Nantes, hein. J'ai d'abord commencé au CHU de Nantes, il y a une dizaine d'années, à la consultation d'éthique clinique du CHU de Nantes. Puis après, à la clinique Jules Verne, à Nantes, où j'ai suivi le professeur Gérard Dabouy, qui avait créé la consultation au CHU de Nantes, qui avait été formé à l'hôpital Cochin avec Véronique Fournier. Et puis,
par un heureux hasard, j'ai en fait, habitant à côté de l'hôpital de Saint-Nazaire, je suis allé faire une communication, enfin, j'ai participé à une journée autour du prélèvement d'organes, parce que j'avais fait une recherche sur le prélèvement d'organes et de tissus chez des patients précis. Et puis, voilà, le contact s'est très bien établi avec les soignants de l'hôpital et l'idée est venue de créer une consultation. Et donc, depuis 3 années, je coordonne avec 2 médecins cette consultation. Donc quand on fait appel à vous, c'est vraiment qu'il n'y a plus d'autre solution, en tout cas qu'on est véritablement dans une impasse. Alors, en tout cas, oui, je pense que quand on fait appel à nous, les équipes ont le sentiment effectivement d'arriver à une impasse ou en tout cas à une situation qu'ils peuvent juger à risque, par exemple sur le plan juridique aussi. Et donc, dans une situation voilà, où où il peut y avoir aussi un mal-être, une souffrance aussi des soignants. J'ai souvenir d'une patiente qui était très agressive et violente avec le corps soignant, avec l'équipe. Voilà, et c'était devenu vraiment très tendu, très très tendu. Et la question se posait voilà, de comment continuer à la prendre en charge. Et donc on va essayer voilà, de proposer des solutions, quelquefois aussi en discutant avec le patient, la patiente, vous voyez, de lui faire rendre raison quelquefois, hein, d'essayer même de la convaincre. Il nous arrive d'avoir à essayer à convaincre aussi les patients. Hein, ça, vous voyez, on n'est pas toujours dans une méthode où on apporte un éclairage. Il nous arrive aussi rapidement, en fait, très rapidement, on a l'éclairage éthique, on sait où on va aller, et on peut tenter lors de la consultation face au patient, eh bien grâce aux soignants, de revenir sur la situation médicale, de lui apporter encore un éclairage, et puis d'essayer voilà, de lui faire, voilà, de lui faire accepter, en tout cas, par exemple, l'inéluctable. Hein, par rapport à un arrêt des traitements, par rapport à une obstination déraisonnable, quand on juge que vraiment continuer des traitements actifs dans cette situation, ce serait rentrer dans l'obstination déraisonnable, être délétère, hein, traitement inutile, disproportionné, eh bien, quelquefois, il nous arrive d'essayer eh bien oui, de faire rendre raison à la personne, en tout cas voilà, de faire poindre l'idée en elle que peut-être, effectivement, on est dans une situation où il serait mieux, par exemple, de cesser les traitements. Donc oui, chaque situation est finalement variable. Ça, c'est pas une manière de parler. Chaque situation est singulière, est unique. Elle est incarnée, pour reprendre la formule de Véronique Fournier. Et même si vous voyez, il y a des éléments d'identité, une pathologie par exemple, une maladie de Charcot, avec un locked-in syndrome, une interruption médicale de grossesse, etc., on pourrait être tenté de vouloir repérer les éléments d'identité et se dire bah, on a décidé cela la semaine dernière pour tel patient atteint de telle maladie, sans doute que ce sera pareil la semaine prochaine pour ce patient. En fait, chaque situation est singulière et c'est ce qu'on essaie de faire ressortir en fait, c'est le récit. L'éthique clinique est une éthique narrative. On part des histoires, on part des récits des patients, des patientes, de leur famille. On essaie de comprendre leur culture, leurs mœurs, leurs valeurs. Et à partir de là, on essaie de tisser de meilleures relations, de faire des médiations et puis d'apporter un éclairage. Vous défendez, ça se sent vraiment dans le livre et qui retranscrit votre façon d'être et de faire, vous défendez l'autonomie véritable du patient. Ça, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement, mais qui finalement est assez difficile à pratiquer. Oui, je crois qu'en France, même si on a bien sûr une loi, la loi de 2002, qui exige, qui oblige les soignants de recueillir le consentement libre et éclairé, hein, de la patiente, du patient avant tout traitement, l'autonomie de la volonté, en particulier, vous voyez, en début de la vie, dans le début de la vie, dans la fin de vie, est encore mise à mal. Mais mise à mal aussi par les lois, parce que les lois ne donnent pas entière liberté en fait aux patients et aux patientes, aux citoyens, concernant, vous voyez, leurs décisions, par exemple, de l'interruption de grossesse. Vous savez bien, en France,
jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée, la femme est libre sans raison de demander une interruption de grossesse. Encore faut-il qu'elle trouve d'ailleurs le praticien qui, dans les temps, dans les délais, réponde favorablement à sa demande, ce qui est de plus en plus complexe en France. Mais passé ce délai, ou avant ce délai, si raison médicale justifie la demande, eh bien, c'est l'équipe médicale pluridisciplinaire qui aura le dernier mot. Et donc, on peut en France, soyez obligé, contraindre une femme, par exemple, enceinte, à poursuivre sa grossesse malgré elle. Malgré le fait que, vous voyez, elle pourrait avoir un point de vue totalement libre et éclairé, c'est-à-dire vraiment en parfaite autonomie, demander une interruption, hein, parce qu'elle estime qu'elle ne peut pas l'accueillir, que le mari est parti, que le compagnon est parti, etc. Donc on rencontre vraiment des situations, notamment en début de la vie, en fin de vie, un patient demande une aide à mourir, par exemple, eh bien on ne peut pas et on n'a pas le droit de répondre favorablement. Alors toutes ces situations sont complexes, chaque situation est unique, devrait sans aucun doute être traitée de manière collégiale, avec, vous voyez, une pluridisciplinarité, mais je pense, et ça c'est ma proposition dans le livre, cette collégialité, cette pluridisciplinarité, elle devrait aussi toujours, dans les cas les plus difficiles, comprendre les éthiciens, les équipes d'éthique clinique, formées à l'éthique clinique, donc le philosophe, le juriste, etc. Et au lieu de, vous voyez, d'être dans un conflit des droits, hein, entre droit du patient, et droit du soignant, on devrait être davantage dans l'accompagnement, me semble-t-il, de l'autonomie des patients, en fait. Hein, les accompagner dans leurs propres décisions, parce que dans toutes ces situations, ce sont de toute façon les patients qui sont malades, ce sont les patientes qui sont enceintes, et non pas les soignants. Hein. Et donc, je pense, enfin, en tout cas, ma posture en éthique clinique, effectivement, c'est tout de même de faire entendre la voix du patient. Ça ne veut pas dire non plus toujours répondre favorablement à n'importe quelle demande et spontanément. Il faut étudier, examiner ces demandes et dans la discussion aussi faire évoluer ces demandes, car il y a des demandes spontanées, vous voyez, sur lesquelles le patient, la patiente, après discussion, après réflexion, eh bien, finalement, reviendra. Hein. Mais je crois que, effectivement, c'est en tout cas ce que je défends dans ce livre, c'est le respect de l'autonomie des patients. Et il s'adresse à qui ce livre, dans sa façon de l'écrire? Oui. Alors, ce livre, il ne s'adresse pas seulement, c'est une bonne question, vous faites bien de la poser, il ne s'adresse pas seulement aux soignants, aux étudiants en philosophie, aux philosophes, mon souhait c'est qu'il s'adresse à la société tout entière. Il s'adresse aux citoyens, aux citoyennes, il s'adresse aux politiques aussi, qui sont censés nous représenter. Hein. Et je crois que voilà, c'était faire entendre à travers ces situations singulières, difficiles, souvent tragiques, eh bien cette voix du patient, ce travail aussi pluridisciplinaire que nous faisons à l'hôpital, et aussi pour rendre hommage aussi. C'est aussi un hommage aux soignants en fait, hein, parce que vraiment les soignants avec lesquels je travaille bien, prennent part totalement à ces enjeux-là. Mais ce sont des enjeux qui concernent la société tout entière. Et comment êtes-vous perçu à la fois par les équipes de soignants, mais aussi et peut-être surtout par les malades, ou en tout cas les personnes qui viennent pour un problème en particulier? Je crois qu'au début, en particulier les patients et les patientes, leurs familles, ils sont étonnés de voir un philosophe. Hein. Ils se demandent qu'est-ce que peut bien leur apporter. Mais en même temps, un philosophe et non pas un médecin, mais en même temps, ils sont aussi flattés, je crois, de voir qu'on se soucie d'eux. Parce que pour faire venir voilà, un philosophe à leur chevet, c'est bien que voilà, on prend soin d'eux, on souhaite les écouter. Et effectivement, un philosophe a beaucoup plus de temps. Vous voyez, ma posture est beaucoup plus aisée, plus facile que celle d'un soignant dont l'emploi du temps est très tendu. Moi, je peux rester 1 heure, 2 heures à discuter avec eux. Je n'ai pas cette contrainte, évidemment, qu'a le soignant. Donc, voilà, c'est à la fois un étonnement, un intérêt, parce qu'ils se demandent qu'est-ce qui va se passer, quelles questions nous allons leur poser, sur quoi va porter l'entretien. Et en même temps,
voilà, ils se sentent respectés et écoutés. Et puis aussi d'égal à égal, parce que vous voyez, je commence toujours une consultation par dire aux patients que je ne suis pas soignant. Alors vous voyez, d'ailleurs, j'ai pas de blouse blanche et je ne connais pas mieux que la situation d'un point de vue médical. Je ne suis pas compétent de ce point de vue. Et ça peut les rassurer aussi, d'avoir, vous voyez, quelqu'un qui est avec eux, voilà, qui est dans cette relation d'égal à égal. Il y a plus, vous voyez, cette verticalité qu'il peut y avoir entre le sachant, celui qui a le médecin, qui a le savoir, et le philosophe, ici.